Plus que 3 jours et le début de la Coupe du Monde Qatar 2022, 5 pays africains sont qualifiés, donc invités à participer à cette grande fête du football mondial. Ces pays sont donc le Cameroun, le Ghana, le Sénégal, la Tunisie et le Maroc. 5 pays qui auront donc la lourde tâche de faire honneur au continent africain. Tel est donc notre thème de ce jour. Coupe du Monde 2022, quelle chance pour les pays africains. Et pour les parties analyse, débrief, nous avons donc un plateau fort relevé de consultants pour vous servir ce soir même avec, bien entendu, votre cher ami Isaac Ouedraogo qui nous fait encore l'honneur, le plaisir d'être sur ce plateau. Isaac, bonsoir. John William, bonsoir. Voilà, de l'autre côté, nous avons donc deux qui nous rejoignent pour la première fois à cette émission, le débat. Le premier, c'était un visage assez connu de l'audiovisuel burkinabé. C'est Abdoul Kader Konaté. Kader, bonsoir. Bonsoir John, bonsoir à tous les téléspectateurs de True TV. Voilà, et juste à côté de Kader, nous avons Gaël Katsondo qui fait un retour donc sur nos différents plateaux. Gaël que nous avons perdu de vue depuis décembre dernier, mais il est de retour aujourd'hui. Gaël, bonsoir. Bonsoir William, bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, le mondial c'est dans seulement 3 jours, le 20 novembre. L'Afrique représentée par donc 5 pays, le Cameroun, le Ghana, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie, des pays qui ont donc, je disais tantôt, pour lourde tâche de bien représenter donc le continent. Cette Coupe du Monde, qu'est-ce qu'elle vaut? A-t-elle une importance particulière donc pour les pays africains? Cette Coupe du Monde, la première qui se donc déroule en cette période de l'année au Qatar. Alors Isaac Ouedraogo, faut-il donc considérer cette Coupe du Monde comme une Coupe du Monde au rabais ou une Coupe du Monde comme toutes les autres? Il faut la considérer bien évidemment comme une Coupe du Monde comme toutes les autres. Voilà. Les équipes africaines sont présentes. Nous avons 5 représentants qui vont devoir prendre en place et représenter le continent. Donc, on voit que les équipes africaines savent le faire valablement, savent transformer l'euphorie de cette compétition à leur bon vouloir et donner le meilleur d'eux-mêmes. Voilà. Au fil du temps ici, les équipes africaines, on peut les voir des fois en difficulté dans les compétitions continentales et les retrouver un boom pour ces équipes-là en compétition mondiale ici. Parce que le mondial, c'est pas comme la CAN. Le mondial est bien différent et les équipes savent se servir de cette euphorie du mondial-là pour l'offrir au continent. Et on a de belles victoires. On a de belles victoires en mondial pour nos équipes africaines ici. Oui, c'est vrai qu'il y a de belles victoires donc, pour le mondial. Alors, Konaté, ce mondial donc, avec 5 pays africains, est-ce que l'Afrique est bien représentée du point de vue qualité des équipes donc, qualifiées? Alors, il faut dire que l'Afrique est très bien représentée parce que, certes, avec des équipes un peu diminuées au regard donc des différentes absences, mais c'est la Coupe du Monde. Chaque équipe s'est préparée ou va se préparer donc pour être au rendez-vous. Alors, donc, je pense que il y aura donc des surprises. Et il y aura donc des équipes qui vont émerger parce que la Coupe du Monde, quand même, c'est un prestige. Ne joue pas la Coupe du Monde qui veut, mais qui peut. Donc, je pense que les équipes africaines donc, vont se donner les moyens quand même de pouvoir relever les défis. Donc, c'est pendant la compétition qu'on saura si effectivement ces équipes-là étaient à la hauteur ou pas. Mais Cameroun, Ghana, Maroc, Sénégal, Tunisie, est-ce que le continent africain pouvait arriver à mieux? Alors, c'est vrai, il y a des grands absents, notamment donc le Nigeria, qui s'est fait éliminer par le Ghana. Éliminé par le Ghana, qui non plus n'est pas une petite équipe. Nous avons donc à côté l'Afrique du Sud, nous avons l'Égypte qui ne sont pas qualifiés. Donc, l'un dans l'autre, et on peut dire que c'est les meilleurs qui se sont qualifiés vu qu'ils ont eu à jouer des éliminatoires. Donc, on pourrait le dire avec certitude que c'est les meilleures équipes en forme qui se sont qualifiées pour la Coupe du Monde. Alors, Gaël, on a remarqué que tous les qualifiés africains ont déjà disputé au moins 3 fois la Coupe du Monde. Est-ce un atout? Oui, on peut dire que c'est un atout parce que en toute compétition et surtout en sport, l'expérience compte beaucoup. Et le fait d'avoir déjà participé à une compétition permet d'emmagasiner une somme d'expérience qui peut profiter à l'équipe. Ce n'est certes pas les mêmes effectifs qui sont reconduits chaque année, mais c'est l'institution qui emmagasine des expériences et
ces expériences-là déteignent sur les différents effectifs qui se succèdent pour les compétitions. Voilà, donc les pays africains qui ont tous déjà participé à au minimum 3 phases finales de Coupe d'Afrique des Nations. Le premier dont on va donc parler ce soir, c'est le Cameroun, les Lions indomptables qui s'étaient déjà qualifiés pour les quarts de finale en 1990. Et puis depuis lors, ça a surtout été des éliminations au premier tour, les unes plus douloureuses que les autres. Le Cameroun a-t-il les moyens cette fois-ci de passer au moins le premier tour, voire d'arriver donc à la dernière étape de cette compétition, c'est-à-dire la finale? Gaël. Le Cameroun, c'est un pays sur lequel je ne mise pas beaucoup pour ce mondial. Mais c'est quand même un pays qui a réussi à prouver qu'il avait une force de caractère incroyable en allant se qualifier en terre algérienne, surtout à Blida. Oui, ils ont une force de caractère, c'est vrai, mais ce n'est pas ce qu'il faut, ce n'est pas tout ce dont on a besoin pour remporter la CAN. Il faut être déterminé, c'est vrai, il faut être engagé, mais il y a des éléments à réunir. Et c'est vrai que le Cameroun a des points forts, notamment leur gardien de but, André Onana, qui est actuellement dans une période de grâce, qui a beaucoup de confiance. Ils ont des éléments assez rapides en attaque, mais de ce que je retiens du parcours du Cameroun, c'est que depuis 2002, le Cameroun n'a plus gagné un match en Coupe du Monde. Leur dernière victoire remonte à 2002, 1-0 contre l'Arabie Saoudite. Oui. Et les éditions de 2014 et 2018 qui sont suivies, le Cameroun n'a pas marqué un seul but. Donc, c'est vrai qu'ils ont des atouts, c'est vrai qu'ils ont de l'expérience, mais le contexte et l'environnement qui accompagnent cette équipe au mondial, pour moi, leur met une pression inutile. Alors, justement, moi, j'ai un peu envie de comprendre, j'ai un peu envie d'être d'accord avec toi. Alors, Isaac, quand on a une équipe qui a comme président Samuel Eto'o, quelqu'un qui est capable de galvaniser une équipe, on a un coach comme Rigo Besson qui a l'expérience de la Coupe du Monde, qui était donc en Corée et au Japon en 2002, donc qui a assisté à la dernière victoire donc, des Lions indomptables à la CAN. N'est-ce pas aussi l'autre atout important dont bénéficie le Cameroun et qui devrait permettre donc aux Lions indomptables de passer au moins ce fameux premier tour? C'est franchement des atouts pour le Cameroun. Donc Rico Berson et Eto'o que vous avez cité ici font partie des joueurs qui ont le plus connu les joueurs africains qui ont plus connu le mondial, avec 4 participations pour les deux. Il y a un autre troisième Camerounais qui s'ajoute encore à la liste. Voilà, le Cameroun, c'est l'équipe qui a le plus connu du mondial en Afrique. Cette participation, elle va connaître cette fois-ci sa 8e participation. C'est le premier pays à s'être qualifié pour les quarts de finale en 1990. On attend une surprise de la part du Cameroun. C'est jouable. La poule est une poule ouverte avec en tête de liste le Brésil et 2 autres outsiders comme le Cameroun avec lesquels ils peuvent titiller. Mais voilà. Gaël, justement, alors, tu vois que le Cameroun peut le faire. Justement, les ambitions de Samuel Eto'o, le statut de Rigo Besson ne suffisent pas pour me rassurer. Quand je regarde par exemple les derniers matchs amicaux du Cameroun, je me rends compte qu'ils ont perdu 2-0 contre l'Ouzbékistan. Oui. Ils ont perdu 1-0 contre la Corée du Sud. Oui, bien sûr, en Asie, où le décalage aurait peut-être joué sur eux, puisqu'ils sont arrivés, on va dire, dans les dernières heures avant ce match, c'est possible. Mais ils auraient dû tenir compte de tout ça aussi dans la programmation de leurs matchs amicaux. Voilà, c'est un travail qui devait être fait en amont pour permettre à l'équipe d'être dans les meilleures conditions. Mais s'ils programment mal leur match, s'ils engagent de mauvais résultats, pour moi, l'équipe part avec un désavantage psychologique pour ce mondial. C'est des matchs amicaux, ça reste tel. L'Allemagne avait connu des matchs amicaux un peu difficiles en 2014, elle est sortie vainqueur. Donc le Cameroun, bien évidemment, 90 n'était pas entendu, mais le Cameroun gagne du moins l'Argentine qui était tenant du titre. Le Cameroun en 90, bien évidemment, encore a fait des prouesses, a fini. D'ailleurs, c'est la seule équipe africaine ou du moins à finir première de sa poule en 90. Avec bien entre griffes un goal à virage négatif. Lors des 2 dernières années, le Cameroun nous a donné des scènes pas jolies à voir, notamment des bagarres entachées. Mais n'est-ce pas de cela que Gaël veut parler lorsqu'il dit qu'il ne voit pas le la page Cameroun? Est fermée. Cette page est entre griffes. Cette marge de ce que le Cameroun donnait à voir est maintenant fermée. Le Cameroun est à un autre tournant. Le Cameroun est, on ne va pas l'oublier, demi-finaliste de la CAN, avec des joueurs bien expérimentés qui sont premièrement mis en question et qui sont là pour le bon vouloir de l'équipe, pour amener l'équipe maintenant à progresser. Le Cameroun a sa chance à jouer.
Le Brésil est jouable. Le Brésil est jouable. Comme le Cameroun l'a fait en 90, ils peuvent encore aller titiller une autre grande nation. Mais en 90, c'était l'Argentine. Hein? Oui, mais cette fois-ci, c'est le Brésil. À eux alors d'écrire encore l'histoire. Voilà. Alors, il faut préciser que le Cameroun évolue donc dans le groupe G en compagnie du Brésil, de la Serbie et de la Suisse. Deux adversaires quand même à la portée du Cameroun, n'est-ce pas, Abdoulkader Konaté? Alors, moi, je voudrais un peu revenir sur un aspect. J'ai comme l'impression qu'on s'attarde beaucoup sur l'histoire. Certes, il faut jeter un coup d'œil sur l'histoire, mais l'analyse doit surtout se focaliser donc sur l'aspect présent des choses. Alors, quand on regarde l'environnement de l'équipe qui entoure l'équipe du Cameroun, on s'accorde à dire que le Cameroun aujourd'hui a la chance d'avoir un président de fédération à l'image donc de Samuel Eto'o, qui, on le sait, a des ambitions pour cette Coupe du Monde-là. Et donc, côté environnement, on est d'accord que aujourd'hui, par rapport donc au contexte d'avant où qui dit Cameroun, qui dit compétition, cette équipe a été entachée donc de tout ce qui est problème de primes, tout ce qui est problème avant. Donc, il a réussi donc à apporter cette sérénité là dans l'équipe. Alors, objectivement, quand on regarde l'effectif du Cameroun, le Cameroun a une très bonne équipe. Il citait André Onana. En défense centrale, nous avons donc Nicolas Nkoulou, des grands défenseurs. Nicolas Nkoulou qui est de retour en sélection. Qui est de retour en sélection. Nous avons Vincent Aboubakar, Karl Toko Ekambi. Alors, mais le problème véritable du Cameroun reste le collectif. On a comme l'impression que c'est une équipe qui a de très bonnes individualités, mais dans le fond, côté collectif, il n'y a rien. On se rappelle du dernier match en Coupe d'Afrique des Nations contre le Burkina, où vous avez vu Choupo-Moting, donc qui avait refusé de faire son entrée parce qu'il avait des problèmes avec le sélectionneur. Donc moi je pense que pour cette Coupe du Monde là, il faut travailler donc à assainir l'environnement au sein des vestiaires. Et quand on regarde le groupe, le Brésil, ça sera vraiment compliqué parce qu'en football, rien n'est impossible. Le Brésil reste la première nation au classement FIFA. À côté, le Brésil qui jusque-là n'a encore jamais perdu face à une sélection africaine. En Coupe du Monde des seniors. Hein. Justement. Et à côté du Brésil, donc, nous avons l'Équateur. Non, attention, la Serbie. La Serbie qui n'a jamais gagné face à une équipe africaine aussi en Coupe justement, du Monde. La Serbie qui est une équipe donc, qui va chercher donc, à se faire valoir dans cette Coupe du Monde-là. Mais l'un dans l'autre, hormis le Brésil, je pense que le Cameroun a vraiment les moyens, comme il a si bien dit, de tirer son épingle du jeu. Encore faut-il quand même de rester sérieux dans l'approche et de rester sérieux dans la compétition. Gaël? J'aimerais réagir aussi lorsque vous avez dit que le Cameroun, face à la Suisse et à la Serbie, ce sont des équipes qui sont prenables pour le Cameroun. Sur le papier, le Cameroun ne part pas favori dans ce groupe. Oui. Le Cameroun est 43e au classement FIFA, pendant que la Serbie et la Suisse sont respectivement 21e et 15e. Le Brésil est premier. Donc sur le papier, le Cameroun n'est même pas favori dans ce groupe. Voilà pourquoi je dis que c'est une équipe qui doit vraiment nous prouver beaucoup de choses. Ça reste toujours un classement FIFA. Hein. On sait comment les équipes européennes les jouent pour avoir beaucoup de points. La Suisse, dont on fait cas ici, est bien derrière la France, qu'elle a éliminé en Euro. Donc c'est jouable. C'est un match de 90 minutes. Et le Cameroun peut avoir un résultat contre le Brésil. Et avoir bien évidemment un résultat contre la Serbie qu'on a cité ici, qui n'a jamais gagné une équipe africaine en compétition mondiale ici. Et espérer se qualifier. Le milieu est déjà assaini. On voit dès que Eto'o est arrivé aux affaires, il y a plusieurs choses qui ont radicalement changé. Il y a même des approches avec des anciens internationaux qui avaient refusé carrément la sélection, qui sont prêts à remettre encore le maillot du Cameroun pour le plaisir des Camerounais. Et ce mondial, le mondial est historique. Il faut le rappeler toujours. Ces choses historiques, ces équipes historiques qui, une fois revêtent, ou du moins le maillot du Cameroun, sont transcendées et donnent autre chose à voir. Voilà, le Cameroun peut se faire, du moins, éliminer en CAN, mais lorsqu'il s'agit du mondial, c'est un autre Cameroun que nous voyons. On l'a bien vu avec le Ghana. Voilà, le Ghana qui a eu de la difficulté en 2013 avec le Burkina. En 2014, c'était même pas le même Ghana encore. Voilà, ça change également. Ou encore en 2010, c'était pas bien évidemment encore le même Ghana. Voilà, il y a de ces équipes que lorsqu'ils arrivent en compétition, en mondial ici,
ça devient tout autre. Alors, donne une autre image ici. Lorsque tout est mis en cause, lorsque tout est fait pour assainir d'abord l'extra sportif, on voit que le sportif va donner de cet effet. Alors justement, on va pas s'attarder sur le groupe G. Donc le groupe G composé du Brésil, de la Suisse, de la Serbie et du Cameroun. On va passer au groupe, donc le groupe où il y a un pays africain, c'est le groupe H, groupe composé donc du Portugal, du Ghana, de l'Uruguay et de la Corée donc du Sud. C'est certain que dans ce groupe, on s'attardera longuement sur les retrouvailles entre Ghanéens et Uruguayens. Mais est-ce possible pour les Black Stars, au-delà donc de ce match face à l'Uruguay, de goûter aux délices des huitièmes de finale? Abdelkader Konaté. Alors là encore, c'est jouable. Le Ghana, il faut le rappeler, à une équipe un peu diminuée, une équipe en construction, une équipe très jeune. Qui s'était fait éliminer au premier tour à la CAN. Justement, nous avons vu que du côté du Ghana, le paradigme donc est au changement intergénérationnel. Nonobstant donc le fait que certains anciens soient toujours là, notamment André Ayou, Jordan Ayou, Thomas Partey, qui sont des anciens dans cette équipe-là. Donc pour moi, le Ghana peut jouer crânement ses chances dans cette poule-là. Mais attention également à l'Uruguay, où on sait que ce match-là aura lieu, Ghana-Uruguay aura donc un goût de revanche. Voilà pour le Ghana, mais attention à ne pas tomber donc dans le piège uruguayen. Et à côté donc de l'Uruguay, nous avons la Corée du Sud également, qui est une très bonne équipe, et très dynamique, très athlétique. Donc je pense que c'est un groupe assez ouvert. Et toutes les équipes ont leur chance. Alors moi je disais... Tu me dis que toutes les équipes ont leur chance, alors qu'on sait que le Portugal de Cristiano Ronaldo vient à ce mondial avec pour ultime ambition de repartir à Lisbonne avec le trophée. Comment les autres peuvent avoir une chance lorsqu'il y a une équipe qui affiche directement qu'elle veut remporter la coupe? Non, vous savez, toutes les équipes veulent remporter la coupe. Samuel Eto'o l'a clairement dit que le Cameroun a pour ambition de remporter cette coupe. En réalité, c'est pour dire que le rêve est permis à toutes les nations. Ça veut dire que chaque nation se donne les moyens de remporter cette coupe-là. Maintenant, dans la réalité, on sait que le football aussi a ses réalités. Ça veut dire en football, il n'y a pas de pronostic. Tout se joue sur le rectangle vert. Donc voilà pourquoi je dis le Portugal, quand vous voyez le Portugal avec Cristiano Ronaldo qui est très diminué par rapport au Cristiano Ronaldo qu'on connaissait avant. On a pas mal de joueurs au sein de l'équipe du Portugal un peu diminués. Donc pour moi, et quand vous regardez le défenseur emblématique Pepe, qui n'est plus là, ou qui n'est plus le Pepe qu'on connaissait avant. Donc voilà pourquoi je dis tout est jouable dans ce groupe, et je vois en tout cas l'Uruguay sortir son épingle du jeu. Maintenant, après, la bataille sera donc au niveau donc du Portugal et de la Corée du Sud. Et de la Corée du Sud, parce que ça risque d'être compliqué pour le Ghana. Alors là, Gaël, tu vois que Konaté lui réduit les chances du Ghana. Uruguay donc qui va sortir selon lui donc première de ce groupe, qui peut-être pourrait l'emporter face au Ghana. Alors les Ghanéens peuvent-ils donc résister face aux Portugais et aux Sud-Coréens? Je partage son point de vue quand il dit que ça va être difficile pour le Ghana. Oui. Parce que pour moi, ce n'est pas un groupe où les choses sont ouvertes. Le Portugal, c'est une équipe qui affiche clairement ses ambitions. La Corée du Sud, c'est une équipe qui est habituée au mondial. L'Uruguay a un vieux quiproquo à régler avec le Ghana. Plutôt le Ghana qui a un quiproquo à régler avec l'Uruguay. Les deux équipes s'attendent. Oui. Donc, je trouve que ça sera difficile pour le Ghana. Et d'ailleurs, ils ne partent pas favoris dans ce groupe. Oui, mais le Ghana n'a jamais été favori donc, de son groupe. En 2006, le Ghana avait dans son groupe les États-Unis, la République tchèque et l'Italie. Les Ghanéens avaient fini deuxième. En 2010, ce n'était pas fameux, ils s'étaient qualifiés. Le Ghana n'a jamais été favori de son groupe, mais il est passé par 2 fois au second tour. Mais justement, ils ne sont pas favoris, mais ils misent sur leur détermination. Et le capitaine André Ayou, qui est l'un des rescapés de l'édition de 2010, je suis sûr qu'il saura insuffler cette détermination-là à ses coéquipiers. Mais ça ne sera pas facile. C'est un groupe où les choses seront difficiles pour le Ghana.
Et je pense qu'ils l'ont compris en préparant sérieusement leur dernier match, qui est leur match qui sera contre l'Uruguay. Je vois qu'ils ont, dans leur préparation, ils ont joué 2 équipes sud-américaines, notamment le Brésil et le Nicaragua. Je me dis que c'est dans l'objectif de préparer ce match qui sera certainement capital contre l'Uruguay. Il faut préciser que le Ghana a battu donc ce jour même la Suisse en amical 2-0. Donc les Black Stars qui disputeront donc leur 4e Coupe du Monde. Pour la première, ils s'étaient fait éliminer en 8e par donc le Brésil. La seconde, c'était ce quart de finale homérique au Choquet Stadium de Johannesburg. La 3e CAN, c'était plutôt mal passé parce qu'ils s'étaient fait sortir donc au premier tour dans un groupe où il y avait également le Portugal. Les Ghanéens qui vont donc retrouver les Uruguayens et les Portugais. Est-ce que cette fois, ça peut sourire au Ghana? Nous allons être unanimes sur ce sujet. Cette fois-ci, ça va encore être assez difficile pour le Ghana. Voilà, il y a 2 déjà têtes de liste. L'Uruguay qui tire déjà le groupe par le haut. Est-ce que cette équipe uruguayenne n'est pas vieillissante quand on voit la ligne d'attaque? Bon, pas assez. Ça fait de l'expérience pour l'Uruguay, bien évidemment. Voilà. On voit que Suarez qui repart au pays pour se ressourcer, pour entrer encore pour avoir de la compétition. Voilà, Cavani qui revient en forme, l'attaquant de Liverpool, Nunes aussi qui est là. Bon, ça fait pour l'Uruguay est bien évidemment le favori du groupe. Voilà, l'Uruguay est bien évidemment le favori du groupe. Et il y aura le faiseur de loi, qui est la Corée du Sud ici. Elle peut peut-être offrir aux autres les 3 points et empêcher le Ghana d'avoir même 1 point. Voilà, c'est ça qui va être un peu le maille pour le reste. Mais le Ghana, on a aussi bien dit pour le Cameroun, c'est l'équipe qui au mondial est différente de la CAN. Voilà. Les équipes de bas de milieu, même en championnat africain ici, peuvent se titiller au Ghana, mais une fois arrivé au mondial, c'est une autre équipe. Voilà. Nous avons tous aimé ici les confrontations Ghana-Allemagne et ce que ça a donné. Alors, je voudrais rappeler également qu'il faudrait également faire attention au Ghana, parce que vous savez, quand une équipe a 70% de son effectif composé de jeunes, ça devient jouable, parce que vous avez des jeunes en réalité qui veulent se faire valoir, vous avez des jeunes qui veulent prouver. Et aujourd'hui, quand vous voyez, vous l'avez dit, le Ghana donc qui a battu la Suisse 2-0, nous voyons en pointe de l'attaque ghanéenne un joueur comme Iñaki Williams qui est très bon du côté de l'Atlético Bilbao. Donc en réalité, c'est pour dire que le Ghana aujourd'hui a la chance d'avoir des jeunes joueurs qui veulent montrer leur potentiel, qui veulent donc apprendre des anciens, notamment Thomas Partey, André Ayew, Jordan Ayew, etc. Donc chacun connaît son rôle. Et je pense que ça sera vraiment serré dans ce groupe-là. Il faut préciser que le Ghana, donc, pour son entrée en matière, affronte le Portugal le 24 novembre à Doha. La deuxième sortie pour les Black Stars, ça sera donc à Al Rayyan face à la Corée du Sud. Et enfin, ce dernier match à Al Wakra face donc à l'Uruguay. Le Ghana qui sera coaché par l'ancien international Otto Addo, ancien entraîneur adjoint du côté du Borussia Dortmund. Le Ghana, c'est en tout cas le représentant africain du groupe DH plutôt, où il sera donc en confrontation avec le Portugal, l'Uruguay et la Corée du Sud. L'autre représentant africain dont nous parlerons tout à l'heure, c'est le Maroc, les Lions de l'Atlas, qui donc retrouve la Coupe du Monde. Après, bien entendu, le rendez-vous manqué de 2018, le Maroc aura donc dans son groupe, celui du groupe F, la Belgique, le Canada et la Croatie. Le Maroc qui évoluera dans le groupe F comme en 1986, où il était parvenu à se qualifier pour les 8e de finale. La première qualif au second tour pour un pays africain, mais cette année la donne a changé. Ce n'est pas les mêmes joueurs, ce n'est pas les mêmes équipes. Le Ghana aura affaire donc à un pays qui a longtemps donc occupé la première place au niveau du classement FIFA, la Belgique, le dernier vice-champion, la Croatie, et puis bien entendu le Canada qui retrouve la Coupe du Monde depuis 1986. Les choses ont changé, vous l'avez bien dit. Le Ghana retrouve dans ce groupe. Le Maroc plutôt. Le Maroc, bien évidemment, retrouve dans ce groupe 2 demi-finalistes de l'ancienne compétition en 2018. Il s'agit de la Belgique et puis de la Croatie. Voilà. Mais en 4 ans, on a vu que l'équipe belge a un peu régressé. Voilà. D'un point de vue comptable sur le plan du classement mondial ici, oui, et au niveau de ses cadors. Voilà. On a Eden Hazard qui était sur le flanc au Real Madrid. Bon, et Lukaku aussi qui revient sur la pointe des pieds.
et également bien d'autres cadors avec l'équipe belge qui redescendent. Mais ça reste toujours la Belgique, et toujours la Croatie, comme je l'ai bien dit, demi-finaliste également, qui a gardé aussi l'ossature du groupe. Mais le Maroc, c'est un peu la pointe noire même. Cette équipe qui se fait qualifier par un entraîneur et Ant Griff qui le laisse aux portes du mondial. Oui, voilà, mais Ant Griff, il faut préciser que Vahid Halilhodji, ça fait la 3e fois qu'il qualifie donc un pays et se fait virer à quelques mois du mondial. Déjà en 2010 avec la Côte d'Ivoire, en 2018 avec le Japon. On ne va pas en vouloir au Maroc si Vahid est coutumier de ces choses-là. Mais c'est pas au Maroc aussi de continuer à perpétuer la tradition dans ce sens. Voilà. Ça peut ne pas marcher dans les 2 précédents. Et cette fois-ci, il peut trouver un compromis avec l'entraîneur. Voilà. On a bien vu évidemment que c'était un problème de personne, un problème d'ego. Le compromis peut être là pour permettre à Vahid de continuer avec l'équipe qu'il a pu qualifier, de continuer quand même. Mais ça reste toujours un griffe pour nous aussi, quelque chose de bon à voir. Parce que le Maroc repart avec un sélectionneur local. Donc ça nous fait 5 sélectionneurs locaux ici sur 5 nations qui partent au mondial. Une première pour l'histoire ici. Mais bien évidemment, j'aurais aimé que Vahid, qui a qualifié l'équipe, avec un compromis entre les égos ici, s'assied avec l'équipe du Maroc pour discuter. Parce qu'il est aussi en grande partie le responsable de la Renaissance. On a vu après le passage de la CAN, ce que ça donnait au Maroc. Voilà. Le Maroc aussi, c'était pas encore un cadre de l'Afrique. Voilà. Et puis avoir cette qualification pour le mondial, c'était vraiment du bénéfice pour le Maroc. Alors le Maroc dans ce groupe, Belgique, Croatie, Canada, si l'on part du principe que le Canada pourrait être le petit poussé, est-ce que le Maroc peut se faire donc une place entre Belges et Croates? Une place, ça va être vraiment compliqué. Ça va être vraiment, vraiment compliqué. On a vu que même le fait que la Belgique régresse ici, elle reste toujours une équipe supérieure au Maroc. On ne va pas se le cacher. Le Maroc a fait revenir Ziyech, qui est un peu en difficulté avec Chelsea. Voilà, on a vu, la titularisation ne suit pas. Il y a aussi d'autres éléments du Maroc qui ne sont pas aussi en forme. Voilà, mais nous sommes en griffe africains. On va se dire qu'ils ont leur chance à jouer. Voilà, c'est d'aller chercher une victoire obligatoire contre le Canada. Sans cette victoire contre le Canada, ce serait vraiment difficile. Voilà. Alors ce sera difficile pour le Maroc face à la Belgique, à la Croatie et au Canada. Certainement le pays africain qui bénéficie du groupe le plus abordable, le Maroc, n'est-ce pas? Non, moi je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il bénéficie d'un groupe abordable. Bien au contraire, il leur faudra se surpasser. C'est vrai que le Maroc est un bon candidat africain pour ce mondial, mais il leur faudra se surplacer pour chipper une place soit à la Belgique, soit à la Croatie. Et pourquoi pas le Canada? On peut dire que le Canada a le désavantage du manque d'expérience. Voilà, c'est leur deuxième participation après une longue période d'absence. 1986. Voilà. Et en 1986, justement, lorsque le Canada participait, le Maroc s'était qualifié pour les 8e de finale dans un groupe où il y avait bien entendu l'Angleterre, le Portugal et la Pologne. Un groupe qui n'était pas facile aussi. Alors pourquoi pas cette année? Justement, j'ai dit que c'est possible. C'est un bon candidat. S'ils se surpassent, ils peuvent chipper une place soit à la Belgique, soit à la Croatie. Maintenant, il faudra espérer un faux pas de l'une de ces deux équipes. Alors, le Maroc qui enregistre donc le retour en sélection d'Hakim Ziyech, qui voit l'arrivée donc du défenseur du Bayern de Munich, Noussé Mazraoui. C'est vrai qu'Amin Harit lui est forfait, mais le Maroc a quand même, on va dire, une équipe qui a une tronche assez solide. Hakim Ziyech, ça pourrait être donc le facteur X de cette équipe du Maroc. Oui, c'est un élément sur lequel le Maroc pourra compter. C'est un joueur qui est très créatif, il apporte beaucoup de vitesse dans les phases offensives, mais j'aimerais souligner que l'un des points forts aussi du Maroc, c'est son gardien de but, Yassine Bounou, qui évolue à Valence. C'est un gardien il a 30 ans aujourd'hui, il est expérimenté, il est très réactif dans ses cages, et je pense que le Maroc pourra s'appuyer sur lui, justement, pour contenir les attaques des équipes comme la Belgique et la Croatie, et pouvoir s'en sortir dans ces matchs-là avec de bons résultats. Alors le Maroc, donc, pour Gaël, donc le Maroc a une sacrée chance donc de se qualifier en 8e de finale. C'est vrai que mon ami Abdoulkader Konaté, lui, ne voyait pas forcément le Ghana, mais j'espère que cette fois-ci, il voit les Marocains passer. Alors, c'est très difficile dans ce groupe avec le Maroc, certes, a une bonne équipe. Vous avez cité tantôt Hakim Ziyech. J'ai envie d'ajouter Soufiane Boufal de l'USCO d'Angers. Mais l'équipe est
est diminué avec l'absence d'Amin Harit. On sait que ce joueur-là était en forme du côté de l'Olympique de Marseille, mais ça sera vraiment compliqué pour les Marocains. En face, vous avez la Belgique. Il disait que l'équipe de la Belgique était diminuée, mais très expérimentée, parce que quand dans une équipe, vous avez Kevin De Bruyne, vous avez Axel Witsel, vous avez des tenants, vous avez Yannick Ferreira Carrasco du côté de l'Atlético Madrid. On a envie de dire que cette équipe de la Belgique là, je la vois favorite donc pour remporter cette compétition là. Donc on peut dire que c'est une équipe qui surclasse vraiment les autres. À côté, vous avez une équipe de Croatie qui va également se reposer sur ces joueurs d'expérience, Luka Modric. À côté, vous avez Pulisic, vous avez pas mal de joueurs qui sortent du lot. Donc, je pense que ça sera vraiment compliqué pour cette équipe marocaine-là. Parce qu'à quelques jours de cette Coupe du Monde, avoir un cadre, quand je dis cadre, c'est vrai qu'il est jeune, mais avoir un joueur en forme tel que Amin Harit blessé, du côté de la tête, ça démoralise un peu. Mais je pense que ils vont essayer quand même de créer l'exploit, donc, et essayer de se qualifier pour la suite de la compétition. Le Maroc également qui bénéficiera donc de l'expertise sur le banc. Le Walid Regragui, l'ancien coach du Wydad de Casablanca. Première expérience pour lui donc à la tête d'une sélection. Première grande compétition, le mondial. Est-ce que Walid Regragui n'est pas arrivé un petit peu tard? Il aurait peut-être fallu lui permettre de disputer au moins la CAN pour donc engranger de l'expérience. Est-ce qu'il pourra donc tirer le meilleur de lui-même afin bien entendu de faire progresser son équipe dans cette Coupe du Monde? Bien évidemment, il était Hans Griff, l'entraîneur qui a le plus connu, ou du moins le moins connu du temps avec son équipe. Voilà, il est quasiment nommé et il se trouve dans une grande compétition à jouer. Mais cela est arrivé par le passé, que certains entraîneurs, par exemple, nommés directement, arrivent à faire des exploits. Voilà. Il n'est pas assez étranger du domaine parce qu'il était dans le couloir de l'équipe depuis bien avant. Voilà. Mais il s'agit pour le Maroc de se baser non pas seulement sur l'entraîneur, le nouveau venant ici, mais il y avait le collectif qui était là. Si les choses n'ont pas pu aller dans l'ordre avec Vahid Halilhodжиль, ils se sont parlé et ils partent au mondial à eux maintenant de savoir sur quoi se baser. Regragui, une pièce. Moi, je pense que ça a été une erreur de croire que, on le sait, l'équipe du Maroc aujourd'hui, quand vous comparez l'équipe du Maroc, aujourd'hui c'est une équipe également qui est en reconstruction. Donc à la veille d'une Coupe du Monde, quand on se permet de laisser tomber son entraîneur qui avait, de par le passé, mis quelque chose en place, ça va sans doute poser un problème. Et Vahid donc qui paye pour son précédent avec Hakim Ziyech, on savait en Coupe du Monde qu'il avait donc il avait été pris, il avait été, j'allais dire, contesté par l'opinion du côté du Maroc à cause de la d'une part à cause de la non-sélection de Hakim Ziyech. Et actuellement, il est là, il est revenu en sélection. Mais je pense que c'est une mauvaise affaire pour les Marocains quand on sait que l'effectif comparé aux autres équipes de la poule n'est pas aussi étoffé que ça. Alors il faut préciser que le Maroc donc évolue dans le groupe F, donc le groupe F qui jouera principalement à Al-Khor, à Doha, et puis bien entendu donc les Marocains qui joueront la Croatie à Al-Khor, c'est le mercredi donc 23 novembre. Les Marocains retrouveront donc les Belges à Doha le 27 novembre et puis qui boucleront donc ce premier tour face au Canada également à Doha le jeudi 1er décembre. On parle de la Tunisie, les Tunisiens donc logés dans le groupe D en compagnie de la France, de l'Australie et du Danemark. Les Tunisiens qui donc peuvent espérer se qualifier au second tour si toutefois ils arrivent à tirer leur épingle du jeu dans ce groupe D où les champions du monde en titre français, les surprenants donc danois, la Danish Dynamite comme on le dit, où l'Australie se trouve. Gaël, s'il y a un pays africain qui a bien eu de la chance dans le tirage, c'est bien la Tunisie. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. pas. La France avec tous ses blessés en cascade. Oui, mais l'Australie qui retrouve la Coupe du Monde.
Oui, et le Danemark, on ne sait pas dans quelle forme le Danemark sera. C'est vrai, la France avec tous ses blessés, mais ça reste la France qui est une équipe qui regorge de grands potentiels sur le plan footballistique. La France n'est pas diminuée. Cette équipe de France est toujours compétitive. Oui, mais on n'est pas sûr que le marabout. Ce n'est pas une équipe au rabais. On n'est pas sûr que le marabout de l'autre va venir au mondial. Non, moi je suis carrément opposé à ce qui dit, parce que vous avez un groupe où en fait toutes les équipes ont les mêmes chances, parce que aujourd'hui la France, quoi qu'on dise, est très 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 diminuée. Parce que quand vous voyez Didier Deschamps et son équipe, on sent que il est en train de se battre comme un Baudia pour mettre en place une équipe. Et vous l'avez vu que c'est difficile pour lui parce que les blessures se succèdent. Nkunku, récemment à quelques jours de la Coupe du Monde, qui se blesse à l'entraînement. Vous avez des cadres comme Paul Pogba, vous avez des cadres comme N'Golo Kanté. En réalité, c'est tout le milieu, c'est l'ossature de l'équipe qui n'est pas là. Parce qu'effectivement, quand on compare au milieu de 2018, Blaise Matuidi, N'Golo Kanté, Paul Pogba, Corentin Tolisso, ils sont quand même tous absents. Donc, et même quand vous regardez sur le front de l'attaque, même Karim Benzema actuellement est diminué. En club, les blessures commençaient à s'enchaîner. Vous regardez Ousmane Dembélé qui est inconstant, qui est un très bon joueur, mais inconstant. Alors donc c'est à la Tunisie donc d'en profiter. Alors. C'est vrai que ce que j'ai dit, c'est que aujourd'hui, quand vous regardez, la France est diminuée et la Tunisie, quand même, c'est vrai, n'a pas un effectif quand même pléthorique, un effectif top, mais je pense qu'ils peuvent quand même titiller le grand de ce groupe. Alors, la Tunisie donc conduite par Wabi Kazri et Youssef Msakni donc pourra profiter de... Ça serait une première pour la Tunisie peut-être. Si elle passe le premier tour. Si elle passe, voilà. Ça fait 5 participations et 5 éliminations au premier tour. Mais bien évidemment, vous dites que la France elle est diminuée. Mais est-ce que malgré que la France soit diminuée, qu'est-ce qu'elle vaut par rapport à la Tunisie? Bien évidemment, un effectif supérieur. Voilà. La France diminuée aujourd'hui reste tout de même supérieure à la Tunisie. Non. Mais il a 2 autres équipes à aller chercher quand même. Voilà, il y a le Danemark. Non, la France, elle est diminuée. On sommes tous unanimes là-dessus. Mais est-ce qu'en étant diminuée, c'est évident aussi qu'elle reste toujours supérieure à la Tunisie, avec toujours les cadors qui sont là. Hein. Ici, l'erreur en fait, c'est de faire de l'analyse sur la base en fait des individualités. Parce que quand vous regardez l'équipe de la Tunisie, en fait, moi je compte et je mise fort sur le collectif de cette équipe-là, qui, quand vous prenez Wabi Kazri, on sait que c'est un cadre dans cette équipe-là depuis très longtemps. Et cette équipe-là, elle est constituée il y a très longtemps et on sent qu'il y a un groupe qui est là. Et contrairement à la France aujourd'hui, où peut-être Didier Deschamps, il n'a peut-être même pas idée de quel 11 aligné pour le premier match. Dans ce groupe, donc quand c'est comme ça, il faut faire avec les individualités, les joueurs qu'on prend par-ci et par-là. Ce même collectif de la Tunisie, elle se fait éliminer en CAN au quart de finale. C'est ça. Donc c'est un peu la France en Ligue des Nations. Non, mais c'est un peu difficile. On va se le cacher. La Tunisie est une belle équipe. C'est celle-même qui nous a offert d'ailleurs notre première victoire au mondial. C'est une belle équipe. Voilà. Mais avec la France, malgré que la France soit dominée, elle reste assez loin, on va pas se le cacher, assez loin. Il y a des cadres d'idées des il y a encore le Danemark et la Tunisie. Il faut préciser qu'il n'y a pas que la France dans ce groupe. Oui, il y a l'Australie et il y a le Danemark. Que valent ces pays face à la Tunisie? L'Australie est un habitué de la compétition. Comme la Tunisie. Mais avec un peu plus de participation que la Tunisie. Le Danemark, c'est une équipe aussi qui... Non, la Tunisie a plus de participation que l'Australie. Il faut s'arrêter sur ça. Voilà. Mais le Danemark, c'est une équipe qui est assez posée actuellement. Niveau classement FIFA, ils sont 10e. Ils ont des forces offensives qui sont nettement supérieures à celles de la Tunisie. Ce seront des matchs qui vont être difficiles pour la Tunisie parce que la Tunisie est une équipe qui base actuellement son jeu sur la solidité défensive. C'est une équipe qui a repensé sa philosophie de jeu et elle mise principalement sur la solidité défensive. Ça peut être un atout, donc surtout en jouant en transition. Oui, ça peut être un atout, mais le problème c'est qu'en attaque, ils ont un gros problème de finition. Alors, s'ils n'encaissent pas, est-ce que vous savez que dernièrement le Danemark a battu la France par 2-0? Oui, par 2 fois. Par 2 fois. En fait, c'est ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui,
la France risque d'être la surprise, en fait, quand je dis la surprise dans l'autre sens de cette Coupe du Monde, parce que c'est une équipe qui se cherche. C'est une équipe qui se cherche. Elle est perdue alors. Elle est perdue parce que Didier Deschamps, et même quand vous voyez, même malgré, quand vous faites l'analyse de cette équipe française, pendant N'Golo Kanté, avant la blessure de Paul Pogba, on sentait la fin du cycle. Si vous vous rappelez, et aujourd'hui le Danemark, aujourd'hui en Ligue des Nations, ils sont classés parmi les premiers. Alors, si je dois comprendre, donc, selon Abdoulkader Konaté, la France est en fin du cycle. On ne devrait pas en parler donc longtemps durant le mondial. Les deux places, ils vont se jouer donc entre la Tunisie, l'Australie et le Danemark. Alors. Je crois que ça sera difficile pour la France et je parie sur le Danemark et je parie peut-être sur la Tunisie. Alors, il faut rappeler aux téléspectateurs qu'ils peuvent donc participer à cette émission. Pour cela, il faudra composer le 25 36 04 04. Je rappelle, 25 36 04 04. Le numéro va s'afficher tout à l'heure au bas de votre écran pour dire seulement que dans le groupe D, justement, de la Tunisie, donc il faut rappeler que les Aigles de Carthage entrent en compétition le 22 novembre face au Danemark à El Ryan. Deuxième sortie pour les Aigles de Carthage face à l'Australie le 26 à Al Wakra. Et le dernier match, Tunisie-France à Al Ryan. Gaël, Tunisie-France, dernier match. Peut-être le match qui pourrait ouvrir donc les portes des huitièmes aux Aigles de Carthage. Comme l'a dit Abdoulkader Konaté, la France, elle se cherche. La France se cherche et je suis d'accord avec Abdoulkader Konaté. Oui. C'est pourquoi justement je ne comprenais pas pourquoi on parlait de ce groupe D en mettant l'accent sur la France. Pour moi, les choses vont se jouer entre la Tunisie, l'Australie et le Danemark. La France aura de sérieux problèmes dans ce mondial et elle va se faire surprendre. Dans ce dernier match, je suis sûr que la solidité défensive de la Tunisie sera un grand atout pour eux. S'ils arrivent à contenir la force offensive de la France et qu'ils arrivent à concrétiser la moindre opportunité sur le plan offensif, s'ils arrivent à marquer un but, et s'ils se reposent sur leur solidité défensive, c'est sûr qu'ils auront raison de cette équipe française. Alors, quand vous avez donc dans votre équipe une ligne d'attaque composée entre autres de Karim Benzema et de Kylian Mbappé, et qu'on me dit que vous cherchez, je veux bien comprendre, hein, monsieur. C'est franchement difficile à comprendre. Mais je ne suis pas en train de dire que la Tunisie n'a pas de chance. Voilà. Elle peut aller titiller la France, mais on reste bien évident là-dessus. La France est un cran au-dessus de la Tunisie, ça c'est bien évident. Voilà. Donc malgré le fait que les nombreuses absences ici, la France est quand même, avec d'ailleurs de prime abord l'expérience déjà du sélectionneur qui fait de là le 3e mondial, donc 12 ans pratiquement ou même plus en tête de cette sélection. Voilà, et déjà il avait senti ça, il avait commencé à intégrer Kamavinga et Tchouaméni au milieu. Voilà. Donc même avec N'Golo est absent il y a bien un peu longtemps. Voilà, il avait commencé à les intégrer un peu. Elle se cherche toujours, comme toute autre équipe, hein, elle se cherche, mais elle a quand même cette malchance aussi de se faire quasiment ou de perdre lorsque elle est championne. En 98, elle était championne. En 2002, elle perd contre le Sénégal, une équipe africaine. On verra, ça sera de plaisir que cette histoire se répète. La France championne en 2018, qui perd en 2022 contre une nation africaine. C'est l'idéal pour nous tous, mais on ne va pas se lerner là-dessus. Hormis la France, il y a aussi d'autres prétendants qui sont là dans le groupe. Nous avons parlé de Danemark ici et de l'Australie. Alors, le Danemark aussi qui avait passé les phases de poule lors des dernières éditions. Elle est aussi une équipe en griffe qui peut prétendre à une place de qualifier ici. Elle peut prétendre à la 2e place, bien évidemment. Donc le dernier match, ça serait un match vraiment pour la qualification. Voilà. Le dernier match Tunisie-France, ce sera le match le plus déterminant pour la Tunisie dans ce groupe. Alors il faut préciser, hein, tu as parlé de la France championne du monde en 2002, en 98 et qui s'était fait donc éliminer dès le premier tour donc en 2002. Il faut préciser que l'Italie championne du monde en 2006 avait été éliminée au premier tour en 2010. Ouais. La même chose valable pour le champion de 2010 pour l'Espagne en 2014. Et étrangement, je pense que ça a été également valable pour les Allemands champions en 2014, éliminés au premier tour en 2018. On ne dit pas que la France doit donc sortir dès le premier tour, parce que le Brésil n'est pas sorti au premier tour en 2006. Dernier représentant africain, le Sénégal. Alors nous avons donc un téléspectateur au bout du fil. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Je suis Boni. Oui. Alors, M. Bonu, on vous écoute. Quelles sont les chances donc des pays africains à cette Coupe du Monde Qatar 2022? Voilà, je pense que comme toutes les
dont les Africains ont leur chance. Mais un aspect important à relever, c'est que c'est une Coupe du Monde quand même atypique. Oui. Qui se joue en milieu de saison. Oui. Donc c'est un facteur qui peut vraiment jouer sur le rendement des équipes africaines c'est vrai que voilà, il y a du potentiel, mais les équipes africaines n'ont pas eu le temps de se préparer. Et si on tient compte du fait que pratiquement même les équipes africaines sont faibles là, bon, en tout cas, moi je n'attends pas une grande chose. Alors donc, entre le Cameroun, le Ghana, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie, vous ne voyez aucun pays passer au minimum le cap des huitièmes? Bien évidemment, on a le Sénégal qui fait figure de favori parmi les pays africains à porter le flambeau du football africain. Mais avec la détection ce soir de Sadio Mané, en tout cas, il va difficilement ces équipes-là aller au-delà. Vous devez peut-être un peu en arrière et essayer mes propos. En 2006, par exemple, vous avez vu l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire qui regorgeait tous les talents du monde entier. Et vous avez vu comme elles ont basé pour battre même la Serbie et Monténégro 3-2. Donc ça veut dire que, à mon avis, je pense que voilà, les équipes africaines doivent régler un problème, c'est le problème psychologique. Pour moi, psychologiquement, lorsque les équipes africaines arrivent en Coupe du Monde et qu'elles se retrouvent devant les grandes nations européennes, même souvent même des nations moyennes, elles se trouvent comme bloquées psychologiquement. Si on arrive à résoudre ce problème, je pense que ce n'est pas le talent qui nous manque. C'est certainement pas le talent qui manque. Merci M. Boli pour cette participation. Alors, on va maintenant parler du Sénégal. Le Sénégal logé dans le groupe du pays organisateur, le Qatar, en compagnie de l'Équateur et des Pays-Bas. Le Sénégal qui affiche donc, on va dire, une belle tronche avec des garçons d'expérience. Je ne vais pas revenir donc sur les noms. Qatar, Équateur, Pays-Bas, Sénégal. Ça sera chaud pour les deux places qualificatives quand on se dit que le Qatar bénéficiera donc de l'effet de jouer à domicile, n'est-ce pas Isaac? Mais cet effet de jouer à domicile ne marche pas à tous les coups. L'Afrique du Sud a joué à domicile et ça n'a pas passé pour l'Afrique du Sud. Une fois en passant. Hein? Bon, on attend de voir. Le Sénégal reste tout de même l'équipe en pôle ici, en pôle position pour tous les Africains. L'équipe que nous rêvons tous de voir passer le tour. Voilà, mais l'appelant avait même souligné ici la malédiction pour nos équipes stars. Alors, la Côte d'Ivoire avait, pendant une génération ici, tenu le flambeau de moins des équipes africaines, mais s'est fait malheureusement éliminer contre des équipes en griffe, des équipes moyennes même, des équipes moyennes en Europe. Comme le Cameroun en 2002 également. On se rappelle bien évidemment de l'élimination en 2014 où il fallait uniquement un match nul à la Côte d'Ivoire contre la Grèce et la Côte d'Ivoire qui perd en fin de match et qui n'arrive pas à se qualifier. Cette même Côte d'Ivoire avait été retranchée en 2010 dans la poule du Brésil, du Portugal, où elle avait les mêmes nombres de points avec le Portugal 14-14, où elle n'avait pas su jouer au goal average pour passer la Corée du Nord avec la Corée du Nord, alors que le Portugal avait bien su auparavant que ça pourrait se jouer en goal average et avait mis un 10-0 ou un 12-0 pratiquement. Ça va être 9 ou 10, je pense. Un carton pratiquement contre la Corée du Nord. Alors, cette équipe du Sénégal, elle doit vaincre le signe indien ici, de nos équipes qui sont le plus attendues. Voilà, le Sénégal, on ne va pas se mentir, est l'équipe la plus attendue. Et nous mettons une carte à jouer sur le Sénégal pour ce mondial. Mais quand un pays a des joueurs de la trempe donc de Kalidou Koulibaly ou du gardien donc de Chelsea, cette équipe ne doit absolument pas avoir peur de pays comme le Qatar, comme l'Équateur, peut-être s'inquiéter de la forme des Pays-Bas, Abdelkader Konaté. Non, il ne faut pas voir ça comme ça parce que vous négligez l'Équateur. Il faut dire que l'Équateur c'est... Alors Konaté, nous avons un intervenant au bout du fil, on va tout couper. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir, John William. Bonsoir à vous, c'est monsieur? Oui, bonsoir, c'est monsieur Nia. Oui, à Bobo. Ah, tiens, monsieur Nia, un instant, on en profite pour saluer tous les téléspectateurs de Bobo et plus particulièrement monsieur Ousmane Ouedraogo, grand supporter de l'USO devant l'Éternel. Je vous appelle à Akaville comme ça. Ah, d'accord, à Akaville, ben tiens, c'est un quartier que je connais bien. Voilà. Mais j'ai bien écouté votre débat. Oui. Voilà, mais moi je vois que les 5 pays africains là. Oui. Bon, c'est faible parce que c'est le problème, c'est quoi? Oui. Tous les groupes que l'équipe africaine joue le développement avec tous les équipes là. Oui. Donc, si c'est moi le mondial, donc
Sénégal, Ghana, Cameroun, Maroc, Tunisie. Selon toi, il ne peut pas passer le premier tour? Bon, moi, j'ai deux équipes que je vois passer au premier tour. D'accord. Bon, je vois Ghana, Tunisie. Ghana, Tunisie. Il faut préciser que le Ghana évolue dans le groupe H avec le Portugal, l'Uruguay et la Corée du Sud. Et la Tunisie, donc, avec la France, l'Australie et le Danemark. Et le Sénégal, le Sénégal. Et le Sénégal. Non. C'est deux équipes là que je vois. Pas le Sénégal, hein? Non. Merci, monsieur Nia. Bon, pour regarder le moment quand ils ont qui sont quittés au Canada. Oui. Bon, il y a beaucoup de jeunes qui sont partis avec deux jours. Oui. Donc, c'est ça que je suis pour les continuer encore. Merci, monsieur Nia. Merci. Voilà, merci donc à tous ceux qui nous suivent depuis Bureau du Lasso. Je le disais tantôt, monsieur Ousmane Ouedraogo est un grand supporter de l'USO, même si l'USO actuellement a de sérieux ennuis en Ligue 2. En tout cas, on souhaite à l'USO et à monsieur Ouedraogo, bien entendu, que son équipe de cœur se réveille. Alors, Konaté, on poursuit avec cette équipe du Sénégal. Je disais que dans ce groupe-là, c'est également très compliqué pour le Sénégal parce que quand vous prenez l'Équateur s'est qualifié devant des équipes comme le Chili, comme la Colombie. Alors, nous avons vu une équipe d'Équateur qui a tenu en échec le Brésil et l'Argentine à domicile. Donc, c'est la preuve que c'est une équipe assez résiliente. Oui. Derrière, vous avez donc les Néerlandais qui sont donc sur une série de 15 matchs sans défaite. Série en cours. Donc, nous avons vu qu'ils ont, en Ligue des Nations, ils ont gagné la Belgique, deuxième au classement FIFA. Donc, je pense que l'équipe, les Néerlandais ici, avec Memphis Depay, sont largement favorites. Après, la deuxième place donc va se disputer entre l'Équateur et le Sénégal, mais difficilement. Je vois le Sénégal donc venir à bout de l'Équateur qui sont des guerriers, et le Sénégal aussi psychologiquement qui est touché avec l'absence donc du leader technique Sadio Mané qu'ils ont espéré, mais on savait depuis longtemps que c'était fini pour lui. Mais il faut noter aussi que le Sénégal a un collectif très fort, parce que Aliou Cissé, il faut le reconnaître, a su donc forger un groupe solide sur la base donc. Est-ce que justement ce n'est pas sur la solidité de ce collectif que le Sénégal doit miser pour venir à bout de pays comme le Qatar, comme des pays comme l'Équateur, pourquoi pas des Pays-Bas, parce qu'on a vu, le Sénégal a montré de par le passé qu'il avait une faute de caractère assez solide. Rappelez-vous Corée, Japon 2002. Il y aura une grande bagarre dans cette poule-là, parce que le Qatar va vendre chèrement sa poule. Vous avez 2-3 joueurs du Qatar que vous connaissez? Non, en réalité, quand vous voyez le championnat qatari, en réalité, les Qataris ont misé les moyens pour attirer des stars, pour moderniser leur championnat. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas il n'y a pas de grand nom, mais on sait que c'est un championnat en perpétuelle évolution. Mais je dis que le Qatar joue à domicile, et le Qatar, je vois mal le Qatar donc miser ces milliards-là pour sortir au premier tour. Ce qui rend la situation encore plus difficile. Voilà pourquoi je dis qu'il y aura assez de bagarres. Mais c'est vrai qu'il y aura bagarre, mais je ne pense pas que le fait que le Qatar joue à domicile va effrayer le Sénégal. Alors, Gaël, nous avons quelqu'un au bout du fil. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Apparemment, il est parti, alors Gaël peut poursuivre. D'accord, donc je disais que c'est vrai que le Qatar joue à domicile, mais ça ne peut pas effrayer le Sénégal. L'une des forces de cette équipe sénégalaise, c'est leur collectif et leur mental. L'auditeur a eu à le souligner tantôt, il disait que le problème des équipes africaines se situe surtout au niveau mental. Le Sénégal est l'une des rares équipes africaines qui a l'habitude de jouer décomplexé. Ils jouent décomplexé et ils se donnent à fond. On a l'habitude de dire ici, par exemple, il y a une expression, on dit qu'ils mouillent le maillot. Le Sénégal, ça c'est l'une de leurs principales caractéristiques. Et c'est justement cet état d'esprit qui leur a permis de relever la tête lors de la dernière édition de la CAN. Ils ont connu un début difficile. Mais la force de caractère qu'il y a dans cette équipe-là leur a permis de relever la tête. Et je me dis qu'aujourd'hui, même si, en l'absence de Sadio Mané, cette équipe pourra toujours tenir la dragée haute face à des équipes comme les Pays-Bas, l'Équateur et même le pays organisateur qui est le Qatar.
Alors il faut préciser que le Sénégal évoluera donc dans le groupe A. Tous les matchs de ce groupe, en tout cas tous les matchs qui concernent le Sénégal, se joueront donc à Doha le lundi 21 novembre. Sénégal, Pays-Bas, vendredi 25, Qatar, Sénégal, match qui en tout cas sera déjà déterminant pour la course à la qualification. Et pour terminer, Équateur, Sénégal, le mardi 29 novembre. Est-ce le fait de croiser le pays organisateur en deuxième sortie peut être également, on va dire, un atout, se débarrasser de la pression de devoir jouer contre le pays organisateur et puis tenter donc d'empocher la qualification face à l'Équateur? Moi, je ne vois même pas un désavantage pour le Sénégal de jouer face au Qatar, d'être dans le même groupe que le Qatar. Oui. Alors, le Qatar n'est pas une équipe sur le plan national attendue. Une élimination de Qatar ne va rien bouleverser sur le plan national. Sauf qu'on pourrait avoir donc une affluence plus basse. Non, pas au Qatar. L'affluence ça va pas énormément jouer sur l'affluence. Les Qataris sont déjà dans l'énumement, sont déjà contents de recevoir ce mondial et il la joue sans rien attendre au plus. Une qualification, une élimination du Qatar ne va pas chambouler quelque chose au Qatar, ne va même pas peut-être à la limite coûter la tête de l'entraîneur. Alors les Qataris peuvent le laisser par exemple le temps de jouer. Mais l'affronter au deuxième match, c'est peut-être bénéfique pour le Sénégal, qui se dit qu'il n'y aura pas un troisième match à polémique. Voilà. Mais le Sénégal, avec comme on a su le citer auparavant, c'est déjà le collectif. Voilà, le collectif qui n'est pas... On a des joueurs ça là-dedans, mais qui est tiré par un entraîneur, voilà, qui est aussi pour son deuxième mondial. Et ça sera vraiment une déception pour tous si le Sénégal n'arrive pas à sortir de cette poule. Vraiment une énorme déception. Voilà, une déception pour le Sénégal s'il ne sort pas de cette poule. Ça le sera également pour tous les pays africains. Donc tout le malheur qu'on leur souhaite, c'est de se qualifier. On me fait signe depuis la régie que les 52 minutes qui nous ont été imparties donc, sont terminées. Je sens qu'il y en a qui ont encore quelque chose à dire. On va remettre donc le débat donc, pour la suite. Juste vous informer que sur les antennes de Tri TV, vous aurez donc tout au long de la Coupe du Monde des émissions, débriefs et analyses. Vous pourrez donc retrouver nos consultants de ce jour donc durant ces émissions. On verra si aujourd'hui ils avaient raison donc de sortir les analyses qu'ils ont sorties. C'est tout pour ce jour. Merci à toi Isaac Ouedraogo, Gaël Katsongo, merci Abdulkader Konaté, grand merci encore à toi. Merci à toute l'équipe de relation, à vous qui nous avez suivis ce soir. On se donne rendez-vous demain pour Sport 3, deuxième session en français. Et en attendant donc ce rendez-vous, restez fidèles au programme du groupe Watt FM Tri TV.